Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 6 mars 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a pris 5 nouvelles mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations. L'information a été rendue publique par la présidence jeudi dernier, le jeudi 2 mars. Voyons ensemble. L'Égypte a mis en œuvre plusieurs réformes dans des domaines tels que l'industrie, l'autosuffisance alimentaire et les investissements afin d'amortir les différents chocs mondiaux. Toutefois, de nouvelles mesures s'imposent pour renforcer davantage la résilience économique du pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris 5 nouvelles mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations. L'information a été rendue publique par la présidence jeudi 2 mars. Ces mesures concernent un programme visant à améliorer le revenu des travailleurs de la fonction publique et des cadres du secteur privé qui augmentera d'un minimum d'environ 32,5 $ par mois. Les travailleurs de niveau 6 auront désormais un salaire minimum d'environ 114 $, tandis que ceux de niveau 3 auront près de 162,4 $ par mois. Le salaire minimum des titulaires d'une maîtrise qui travaillent dans le pays sera d'environ 195 $ par mois et celui des titulaires d'un doctorat exerçant dans le pays sera de près de 227,4 $ par mois. La troisième mesure énoncée par le dirigeant égyptien est une augmentation de 15% des pensions versées à leurs titulaires et à leurs bénéficiaires à compter du 1er avril 2023. La limite d'exonération fiscale sur le revenu annuel d'environ 780 $ sera relevée à environ 975 $ par an à compter du 1er avril 2023. La dernière mesure consiste à augmenter les tranches financières accordées aux bénéficiaires des programmes Takaful et Karama ou Solidarité et Dignité de 25% par mois, également à partir du 1er avril 2023. Cette décision du chef de l'État permettra de renforcer la résilience des populations égyptiennes face aux effets de la crise mondiale. En effet, l'Égypte, à l'instar de tous les pays, subit une hausse record des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Le président el-Sisi estime que les réformes économiques mises en œuvre par l'État depuis 2016 et les réalisations effectuées pour maximiser les actifs du pays et développer les infrastructures avaient largement contribué à contenir les effets de cette crise mondiale en Égypte. Le président a tout de même admis que la situation avait considérablement affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales dans le pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté jeudi 2 mars 2023 à l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement de services dans le gouvernorat de Minya en Haute-Égypte. Les projets visant à développer le gouvernorat et ses villages ainsi qu'à poursuivre la construction de la ville à New Minya dans le cadre des efforts de l'État pour offrir une vie décente à tous les citoyens de la Haute-Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté jeudi 3 mars à l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement et de services dans le gouvernorat de Minya en Haute-Égypte. Les projets visent à développer le gouvernorat et ses villages ainsi qu'à poursuivre la construction de la ville de la nouvelle Minya dans le cadre des efforts de l'État pour offrir une vie décente à tous les citoyens de la Haute-Égypte. Un documentaire a été diffusé lors de la cérémonie sur les réalisations de l'État dans le gouvernorat de Minya. Le documentaire faisait la lumière sur un projet résidentiel comprenant 24 000 logements équipés de tous les services pour répondre aux besoins des citoyens à la nouvelle Minya. Il a également mis en lumière les projets de l'initiative présidentielle Haya Karima Vie décente dans le gouvernorat de Haute-Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement par vidéoconférence, y compris une ferme d'élevage pour les races bovines améliorées, une usine de traitement des eaux usées et un projet de recyclage des déchets. Le président a également inauguré la deuxième phase de la route du désert de la Haute-Égypte occidentale. Un autre documentaire a été diffusé mettant en vedette des personnalités éminentes originaires du gouvernorat de Minya, ainsi que des histoires de réussite inspirantes de certains habitants exceptionnels qui ont contribué au développement communautaire et national dans divers domaines. Le président el-Sisi a également honoré un certain nombre de citoyens pour leurs réalisations remarquables. Le président s'est adressé aux Égyptiens affirmant sa forte croyance en leur grande capacité et leur forte détermination à faire avancer le processus de développement national. Il a également remercié les citoyens de Minya pour leur fort soutien en faveur des efforts de développement dans leur gouvernorat.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé jeudi le soutien indéfectible de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité de l'Irak frère et valoriser les relations stratégiques entre les deux pays, notamment concernant la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la sécurité et de la stabilité. Lors d'un entretien avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia el-Soudani, le président a confirmé le souci de l'Égypte de réactiver la coopération commune dans divers domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels et d'accélérer la mise en œuvre des projets communs, ce qui renforce la complémentarité commune et réalise les objectifs du développement commun. L'entretien a porté sur nombre de questions régionales et arabes d'intérêt commun et sur l'importance de poursuivre la coordination intense face aux défis auxquels la région est confrontée afin de répondre aux aspirations des peuples dans la coexistence en paix et stabilité. Pour sa part, le Premier ministre irakien a salué les liens historiques et étroits entre les deux pays et exprimé son appréciation pour le soutien de l'Égypte à l'Irak dans divers domaines, affirmant le souci de son pays de promouvoir la coopération commune, surtout le rôle de l'Égypte dans le soutien des mécanismes de l'action arabe commune face aux crises et défis dans la région. Et enchaînons avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui s'est rendu dans la capitale indienne New Delhi le mardi 28 février 2023 pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 les 1er et 2 mars. Voyons ensemble. L'Égypte participe à la réunion ministérielle du G20 en tant que pays invité à l'invitation de l'Inde, qui préside actuellement le Forum intergouvernemental des grandes économies mondiales. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu mardi à New Delhi pour participer aux réunions des ministres des Affaires étrangères du G20 ainsi qu'au dialogue de Resina 2023. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, M. Shoukry a participé aux activités des ministres des Affaires étrangères du G20 les 1er et 2 mars en réponse à une invitation de la présidence indienne à l'Égypte pour y participer en tant que pays invité. M. Shoukry a participé à 2 sessions de travail du G20 sur la sécurité alimentaire, l'énergie, le multilatéralisme et la coopération au développement, en plus de la lutte contre le terrorisme, l'élaboration d'une carte mondiale des compétences, l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Il a tenu également un certain nombre de réunions bilatérales avec ses homologues en marge des réunions du G20. Selon le ministère des Affaires étrangères, le CAR entend coopérer étroitement avec la présidence indienne du G20 sur des dossiers de priorité mutuelle, notamment le renforcement de la sécurité alimentaire mondiale et le soutien aux institutions financières internationales pour mieux faire face aux crises successives. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a ensuite participé au dialogue de Resina tenu du 2 au 4 mars selon le communiqué. Lancé en 2016, le dialogue de Resina se tient chaque année à New Delhi et est hébergé par le groupe de réflexion indépendant indien Observer Research Foundation en coopération avec le ministère indien des Affaires extérieures. Le dialogue, qui se concentre sur la géopolitique et la géoéconomie, s'engage à résoudre les problèmes les plus difficiles auxquels la communauté mondiale est confrontée. M. Shoukry a pris la parole lors d'une séance du dialogue intitulée « De la Méditerranée à la mer d'Arabie, une région d'opportunités ». Il est également intervenu lors d'une séance de dialogue sur le changement climatique et les transitions justes. Investir dans l'énergie propre occupe également une autre priorité pour le développement du Sinaï. Ainsi, l'Égypte a inauguré en juillet 2018 la centrale éolienne de Gabalizit, située dans le golfe de Suez, d'une capacité estimée à 580 MW. Elle est considérée comme l'une des plus grandes stations éoliennes au monde en matière de superficie, de capacité et de nombre d'éoliennes. Dalia Karam nous donne plus de détails. A inauguré le 24 juillet 2018 le parc éolien de Gabalazit, la plus grande station de production d'électricité éolienne en Afrique et au Moyen-Orient et une des 10 plus importantes au monde. Ce projet éolien se situera dans le golfe de Suez, dans la région de Gabalazit, la plus venteuse d'Égypte. Le parc est composé de 300 éoliennes qui produisent 580 MW d'électricité, soit 5% de l'électricité consommée en Égypte, autant que celui produite par le haut barrage d'Assouan. La station pourrait voir sa production augmenter avec l'installation de nouvelles éoliennes.
Avec une capacité installée de 1,1 gigawatt, il sera le plus grand parc éolien de la région du Moyen-Orient. Le projet sera également l'un des plus grands parcs éoliens terrestres du monde. Le projet est conçu pour utiliser des éoliennes avec une technologie de pointe. Leurs pales pourront aller jusqu'à 220 mètres, ce qui permettra d'utiliser au mieux les parcelles désignées de la façon la plus efficace possible. Le parc éolien de Gabal el-Zit vise l'atténuation de 2,4 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an. Il sera également en mesure de fournir de l'électricité à plus d'1 million de foyers. Ce projet éolien s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement égyptien visant à décarboner le secteur de l'énergie. Le gouvernement cherche à tirer parti des riches ressources naturelles du pays, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Il souhaite diversifier ses sources d'énergie. Ainsi, le projet éolien de Gabal el-Zit marque la volonté du pays à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables afin de réduire l'impact des émissions de carbone produites par les sources conventionnelles. Le projet éolien de 1,1 gigawatt devrait être commercialement opérationnel à la fin de 2026. En Égypte, la pyramide de Khéops garde des secrets depuis plus de 45 siècles. Mais ce temps est peut-être révolu. Des scientifiques ont réussi à pénétrer dans un couloir secret à l'intérieur de la pyramide. Long de 9 mètres selon l'archéologue égyptien Zahi Hawass, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet, il est fort possible que le tunnel protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. Voyons ensemble. Des scientifiques ont découvert un passage caché de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, également connue sous le nom de la pyramide de Khéops, dans le cadre d'un projet de recherche international, ont annoncé jeudi 2 mars 2023 les autorités. Le passage mesure 9 mètres de long et plus de 2 mètres de large, a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Présent sur le site de Gizeh, le ministre du Tourisme Ahmed Aïssa a déclaré aux journalistes que le couloir à pignon avec un plafond triangulaire a été découvert sur la face nord de la grande pyramide du roi Khéops. Cette découverte a été faite à travers le projet Scan Pyramids, une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur des pyramides dans le cadre d'une collaboration entre des universités françaises, allemandes, canadiennes et japonaises et un groupe d'experts égyptiens. Depuis fin 2015, la mission scrute le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives qui permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues et en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction toujours enveloppées de mystères. L'archéologue égyptien Zahi Hawass, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet, a déclaré jeudi aux journalistes présents sur le site qu'il était fort possible que le tunnel protège quelque chose. À son avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. La pyramide de Khéops est la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout et la plus grande des 3 pyramides de Gizeh dans la banlieue du Caire. Vieux de 4500 ans, le monument de 139 mètres de haut et 230 mètres de large trône sur le plateau de Gizeh, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Khéphren et Mykérinos. En 2017, des scientifiques du projet Scan Pyramids avaient révélé la présence d'une immense cavité de la taille d'un avion de ligne au cœur de cette pyramide. Et passons au nouvel aéroport international égyptien. Alors, l'aéroport international de Sphinx est l'un des aéroports les plus importants offerts par le président Abdel Fattah el-Sisi au secteur de l'aviation civile, vu sa proximité des pyramides et du grand musée égyptien, affaire qui contribue à relier les villes touristiques et les zones archéologiques et à promouvoir le tourisme d'une journée conformément aux objectifs stratégiques de la vision de l'Égypte 2030. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le nouvel aéroport international du Sphinx est devenu opérationnel mi-juillet 2022. Il est implanté sur la route désertique entre le Caire et Alexandrie, à 45 km des pyramides de Gizeh. D'une superficie de 4000 m², il est principalement dédié au tourisme. Ces 2 terminaux permettent de traiter jusqu'à 900 passagers par heure contre 300 annoncés dans un premier temps avant une extension du projet pour une capacité annuelle de l'aéroport de 1,2 million de passagers par an.
La plateforme dispose d'une piste de 3650 mètres de long et de 60 mètres de large, le tarmac pouvant accueillir 8 avions. L'objectif du nouvel aéroport est de désengorger l'aéroport international du Caire qui accueillait 13 millions de passagers avant la crise Covid-19, basé de l'autre côté de la ville et le trafic dans la capitale, mais aussi d'améliorer l'accessibilité de plusieurs sites historiques proches pour les touristes, dont le nouveau grand musée égyptien du Gizeh, prochainement inauguré à la périphérie du Grand Caire. De plus, le nouveau aéroport permettra de faciliter les liaisons avec les stations balnéaires de la mer Rouge, Sharm el-Sheikh et Hurghada notamment. Une nouvelle compagnie aérienne filiale de la compagnie nationale égyptaire devrait d'ailleurs être créée et basée sur la nouvelle plateforme. Elle desservira Aswan, Hurghada, Luxor et Sharm el-Sheikh. La nouvelle compagnie aérienne proposera 15 vols par semaine pour amener les touristes d'autres régions du pays directement vers les sites touristiques de Gizeh. L'Égypte dévoile l'aile rénovée de son plus ancien musée, vieux de 120 ans et qui fait face à la célèbre place Tahrir de la capitale. Au Caire, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a dévoilé lundi une aile rénovée de son plus ancien musée. Cette rénovation marque la première étape d'une série de rénovations plus larges de ce complexe palatial, vieux de 120 ans et qui fait face à la célèbre place Tahrir de la capitale. Ahmad Aïssa, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, s'est rendu sur place à cette occasion. Il annonce la fin de la première phase de rénovation du musée égyptien de la place Tahrir, adressant ainsi au monde entier le message que le musée égyptien de la place Tahrir continue de se développer. Waziri Papyrus, la pièce maîtresse de cette inauguration, contient environ 113 sorts du livre des morts et mesure 16 mètres de long. Le musée a également ajouté une protection en verre moderne et un nouvel éclairage intérieur. Pour Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte, ce papyrus vaut vraiment le détour. Il s'est dit fier d'avoir enfin la possibilité de découvrir le papyrus le plus grand, le plus long, le plus solide et de la meilleure qualité jamais mise au jour en Égypte. Le caractère unique du musée égyptien du Caire tient à la fois à sa conception architecturale originale et à sa place significative en tant qu'institution de pointe pour l'égyptologie et la muséologie égyptienne. Le musée Geyer Anderson est un musée d'art situé au Caire, en Égypte. Il se trouve dans la mosquée d'Ahmed Ibn Touloun, dans le quartier de Sayyida Zainab. Le bâtiment tire son nom du major R.G. Geyer Anderson Pacha, qui y vécut entre 1935 et 1942 avec l'autorisation spéciale du gouvernement égyptien. Ce musée est connu pour être l'un des monuments les mieux conservés de l'architecture domestique du XVIIe siècle au Caire. Il est également connu pour sa vaste collection de meubles, tapis, curiosités et autres objets. Voyons ensemble. Un splendide petit musée reposant sur le mur nord et de la mosquée Ibn Touloun porte le nom de Geyer Anderson. Dans ces salles, ces murs et ces admirables ameublements, nous découvrons la vie très agréable que menaient les familles musulmanes aisées au XVIe et XVIIe siècle. Avec beaucoup de goût et d'élégance, la décoration intérieure des mashrabiyeh et le mobilier reflètent l'influence ottomane riche. Beit al-Kratiliya, comme on le surnomme encore, se compose d'un rez-de-chaussée, 2 étages et une superbe terrasse en forme de cour à Mouchrabiyeh. L'intérêt de cette maison réside surtout dans son architecture. Ce ne sont que des paliers décalés, couloirs en chicane, galeries en surplomb sur la grande salle et sur l'ensemble. Le musée comporte 3 façades, chacune dotée d'une entrée. Les jardins étaient analogues, tous en forme de cour centrale carrée, entourée de porches ouverts. Ce plan est basé sur l'architecture traditionnelle du Caire ottoman, renfermant un salamlek, la place d'accueil, ou les salons des hommes, un haramlek, le domaine du harem, pour leur réception et interdit aux hommes
le cabinet secret d'où les femmes contemplaient les hommes, des mashrabiyeh, fenêtres à paravents en bois taillé, ainsi que des vestibules. Geir Anderson fut un major dans l'armée anglaise au début du XXe siècle, médecin et orientaliste renommé. Installé au Caire, il choisit pour résidence 2 maisons accolées. Ces 2 maisons sont particulièrement remarquables par leurs balcons de bois fermé qui jaillissent des murs. À l'extension nord-est de la mosquée Ibn Touloun se situe la porte principale de ce musée considéré depuis 1937 quand son propriétaire l'offrit aux antiquités égyptiennes comme l'annexe du musée d'art islamique. Geir Anderson, orientaliste passionné de l'art ottoman, restaura ces maisons et les meubla avec une collection impressionnante de vraies œuvres d'art islamiques recueillies durant ses voyages dans tout le Moyen-Orient. Toutes les salles du pourtour contiennent des vitrines de verrerie. La dernière salle abrite quelques jolies boiseries, à incrustations de nacre et d'ivoire. Une magnifique collection de textiles, tapisseries, cuivreries, céramiques, incrustations subsistent dans les différentes salles, aussi bien que des objets d'art perse et turc, des meubles de différentes époques, partout des objets orientaux aussi rares et riches qu'anciens, un assemblage de pierres tombales et un bon nombre de peintures chinoises et européennes. L'art islamique est d'une grande beauté. Ce musée permet aux admirateurs de l'art arabo-musulman d'enrichir leurs connaissances loin, cette fois-ci, des lieux de culte, mais néanmoins dans une ancienne maison qui montre la vie quotidienne de cette période riche de l'histoire du pays. Et passons à la beauté de la nature avec le désert blanc qui fait partie de ce que l'on appelle le désert occidental ou désert libyque. Il s'étend de la rive gauche de la vallée du Nil jusqu'à la Libye. Et le désert blanc se situe au nord de l'oasis de Farafra, la plus grande de toutes les oasis égyptiennes. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le désert blanc est un rack du désert libyque, dans le nord-est du Sahara, entre les oasis égyptiennes d'Al-Farafra au sud-ouest et d'Al-Bahariya au nord-est. Il doit son nom à son sol formé de calcaire blanc, contrastant avec les racks environnants de sable jaune. Sous un ciel bleu profond, 6 joyaux naturels qui représentent de majestueuses sculptures naturelles de craie à la blancheur immaculée s'étalent sur 3000 mètres carrés. Dans cette partie orientale du Sahara, la température peut dépasser 45 degrés centigrades en été. La pluie ne tombe que très rarement dans l'année, voire pas du tout. Le vent désertique peut se lever et créer d'immenses tempêtes de sable. L'aridité des lieux est extrême. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles, ce qui leur donne ces formes étranges et intrigantes. La roche est modelée par l'érosion éolienne en champignons de pierre, dont la plus connue est le doigt de Dieu. Ces édifices naturels semblent avoir été posés sur le sable jaune qui les entoure. Un paysage magnifique niché entre les dunes de sable que vous pouvez admirer en chameau, à pied ou depuis un véhicule tout-terrain de location lors d'un trek de plusieurs jours. Le désert blanc d'Égypte offre un spectacle impressionnant. Il est si somptueux qu'il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NIL TV International. Bonne journée et au revoir.